Dr Yamb, le président ghanéen John Dramani Mahama a fait le tour des pays de l'AES dans chacun de ces États. Il est allé d'abord pour une sorte de visite personnelle en tant que nouveau dirigeant du Ghana. Et il n'a jamais eu à cacher sa volonté que ces pays reviennent au sein de l'espace CEDEAO, même si également il a apprécié la dynamique qui est de ce côté. De l'autre, il a été, je veux dire, aux côtés du président Ouattara en juin, de pouvoir amener ce pays. Vous pensez quelle peut être la stratégie du président Mahama, lui dont les portes ont été ouvertes du côté de ces deux pays? Est-ce que concrètement, il va pour des relations bilatérales ou la mission rester ou revenir à la CEDEAO est à l'ordre du jour? Non, on va éviter les polémiques. On va éviter les polémiques. Va-t-il poursuivre, va-t-il pour ça? On évite les polémiques. Bon, peut-être que pour vous, les journalistes, ça peut être intéressant, mais c'est pas le point qui importe aux panafricains, aux panafricanistes, pas aux panafricains. Il y a une grande différence. Peut-être qu'un jour, on en parlera. Le président ghanéen, je crois que nous vivons là un moment extrêmement délicat. Et c'est quelque chose qui s'est répété. Ils ont piégé les conservateurs de la CEDEAO, les faucons de la CEDEAO, ont piégé le président Diomaye Faye. Vous vous souvenez certainement de notre indignation. Il est arrivé au pouvoir, le président Faye vient d'arriver, il faut qu'il prenne le pouvoir au Sénégal, qu'il s'asseye, qu'il prenne possession de son poste, qu'il habite désormais son poste. Lui qui n'a même jamais été ministre dans son pays avant, doit pouvoir apprendre à gérer un pays, doit se mettre à gérer un pays. Et tout d'un coup, les faucons de la CEDEAO le piègent en lui disant « Oui, bon, essayez d'aller voir les gens de l'AES. » Nous avons lancé un appel là encore en disant « Président, ne vous mêlez pas de ça, laissez ces gens-là gérer leur dossier, ils ne vont pas vous refiler la patate chaude qu'ils n'arrivent pas à gérer. » Il y est allé. Aujourd'hui, c'est une tâche qui restera à jamais sur sa présidence. Parce qu'il a échoué. Il n'a pas pu ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Et on lui a dit que ce n'était pas possible. Ces gens-là, vous étiez dans des paradigmes incommensurables dont vous ne pourriez pas les ramener. La seule chose que le Sénégal aurait pu faire, c'est de rejoindre l'AES pour montrer l'engagement panafricaniste que les gens répètent tout le temps, qui avait été répété longtemps par le PASTEF, Ousmane Sonko et que le président Diomaye Faye répétait, mais on se rend bien compte qu'il n'a pas pu franchir le pas de cet engagement panafricaniste parce que l'AES le rappelle à qui le veut bien l'entendre, leur fondement c'est le panafricanisme. C'est sur ce fondement qu'ils en sont retirés de la CEDEAO, c'est sur ce fondement qu'ils ont créé, qu'ils ont signé le pacte du Liptako Gourma, qu'ils ont créé l'AES et qu'aujourd'hui ils ont déjà un drapeau, etc. Le président John Dramani, qui arrive, qui veut être un homme de rupture, a invité les 3 présidents de l'AES à son investiture. Celle-ci est rendue parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer tous les 3. On ne peut pas exposer les 3 dirigeants de l'AES comme ça. Il y a quand même des risques de sécurité qui sont extrêmement importants. D'ailleurs, on se souvient que le président Traoré n'avait pas confirmé, il arrivait à l'improviste. Donc tout le monde était surpris de le voir, pour des raisons de sécurité. Il se trouve que dans la situation actuelle, aller porter le message de celui qui, pour arriver au pouvoir, a dû marcher sur les cadavres de milliers et de milliers d'Ivoiriens, pour que le président Dramani aille encore convaincre les pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO, c'était vicieux, c'était même maléfique de pouvoir lui demander ça. Il dit qu'il croit que les pays de la CEDEAO peuvent revenir, mais je crois qu'il a eu des discussions avec le capitaine Traoré à Accra. Et vous avez vu quand il est arrivé à Niamey, il a lui-même dit qu'il est temps, après avoir discuté avec le président Tiani, qu'il était temps que la CEDEAO reconnaisse l'AES. Et cette reconnaissance de l'AES par la CEDEAO, je crois que c'est quelque chose qui va marquer un certain mûrissement de la CEDEAO, une certaine maturité
de la CEDEAO. Parce que pour le moment, les agissements de la CEDEAO restent quelque chose qui nous laisse pantois. Lorsque le président Mahamat Dramani dit qu'il faut qu'ensemble les pays se mettent à tuer le cancer du terrorisme, mais c'est au nom du fait que la CEDEAO a lâché les pays de l'AES d'aujourd'hui que ces gens se sont retirés. Cet argument aurait pu porter il y a quelque temps, mais il est trop tard. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le dire, il faut le faire. Et pour le faire, c'est très compliqué pour ces pays-là. Pourquoi ces pays de la CEDEAO, pour la grande majorité, ne peuvent pas le faire? Mais parce que les terroristes ne sont pas... Il n'y a pas de terroristes, je l'ai toujours dit, hein, c'est mon point de vue, après on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de terroristes dans le Sahel. Il y a des mercenaires armés qui sont dans le Sahel et dont l'objectif, qui ont pour mission de déstabiliser l'Afrique et qui concourent à un objectif que se sont fixés les Occidentaux depuis la fin du 19e siècle, dans le cadre de la projection de l'Empire américain, c'est de maintenir un chaos permanent en Afrique. Ils le font dans le Sahel, ils le font au Mozambique, ils le font au Cameroun et au Nigeria, ils le font au Tchad, ils le font au Soudan, ils le font en RDC au Rwanda, ils l'ont tenté en Éthiopie, ils le font presque partout dans ces pays d'Afrique. Et vous voyez que ça concerne pratiquement toutes les zones. Vous avez vu, ils sont en Libye. Et tout ça, parce que tant qu'il y aura le chaos en Afrique, ils pourront exploiter l'Afrique sous les trois formes qui ont été définies à Berlin en 1884-85. L'accès gratuit aux matières premières, vous savez qu'on ne paye rien en RDC. Dans les pays du franc CFA, on ne paye rien d'avant, on ne paye rien non plus. Et donc, à côté de cette exploitation, accès gratuit aux matières premières, il y a l'accès sans contrainte aux marchés africains. Vous comprenez pourquoi ils font la guerre à la Chine pour ces deux éléments. C'est que la Chine ne doit pas accéder aux matières premières, elle ne doit pas accéder au marché africain, qui est quand même de 1,5 milliard de personnes. C'est 5 fois le marché des États-Unis. C'est plus de 6 fois, presque 6 fois le marché de l'Union européenne. Et c'est un marché qui n'a peut-être pas le même pouvoir d'achat, mais c'est un marché en forte croissance où on a 800 millions de personnes qui sont par exemple abonnées au téléphone mobile. C'est un marché qui va croître au point d'atteindre 2,5 milliards d'habitants, donc de consommateurs en 2050. Et en 2100, c'est un marché qui pourra représenter autour de 40% de la population mondiale. Voilà pourquoi les gens vont là-bas. Et ils disent, si ce marché arrive à ce niveau, il peut développer l'arme démographique. Et cette arme démographique, les Européens craignent que ça se retourne et que l'Afrique colonise l'Europe. Parce qu'en 1900, nous étions dans un rapport de 1 contre 4. C'est pour ça qu'ils nous ont colonisés. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient faibles. C'est parce qu'ils étaient 4 et nous étions 1. Alors, ils avaient appauvri l'Afrique, ils avaient décimé l'Afrique en prenant 420 millions de personnes dans le cas de la traite négrière, dont l'Afrique était vide. Et le troisième élément, c'est l'exploitation de la main-d'œuvre en Afrique qui doit être corvéable à merci. Avec l'émergence de la classe moyenne africaine, c'est de plus en plus difficile. Et donc, du coup, ils sont confrontés à un problème. Il faut créer le chaos. En créant le chaos, il y aura un écrémage naturel. Généralement, les gens les plus compétents ont tendance à fuir les zones de guerre et à aller se réfugier dans des zones où il n'y en a pas. Ils vont donc aller se réfugier en Europe, en Occident, etc. Et nous avons aujourd'hui une diaspora extrêmement compétente qui se trouve à travers le monde et qui attend simplement que des pays comme l'AES, par exemple, créent leur monnaie qui sera une monnaie très puissante parce qu'ils ont une réserve d'or supérieure à tout ce que l'Occident pourra avoir jamais un jour comme réserve d'or. Donc, ils auront une monnaie très puissante et ces gens-là pourront être payés de manière un peu plus solide et ils pourront revenir construire leur pays. Donc, du coup, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que, en fait, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas des Africains terroristes. Il y a des mercenaires que les Occidentaux manipulent. Et là encore, je vais vous dire, il faut que nous puissions sauver nos frères africains. Il n'y a aucune raison que nous les laissions là-bas en disant « Oui, c'est des terroristes, vous allez faire quoi? Vous allez les exécuter, tous, vous allez les exterminer ?» Croyez-moi, en 1963, ils en avaient, c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes avec Modibo Diarra. Donc, il y en aura toujours. La bonne approche ne sera jamais d'être tout le temps en guerre
contre ces gens qu'on appelle des terroristes, ils ont toujours été là. En 63, ils étaient là. Le Tchad les a connus, tout le monde les connaît. Le Cameroun les a connus, tout le monde les connaît. Et on a ça en RDC aujourd'hui. Ça veut dire que la solution, c'est qu'on puisse s'unir. Parce qu'à l'intérieur des pays qui sont puissants, il n'y a pas de terroristes. Regardez tous les pays puissants. Quand il se lève une contestation d'un certain type, les pays savent gérer ça. Vous avez vu la Chine régler le problème. Vous avez vu la Russie régler le problème. Vous avez même la France qui a réglé le problème en Corse et en Bretagne. Vous avez les États-Unis qui ont réglé le problème un peu partout dans leur territoire. Vous avez l'Italie qui règle le problème sicilien. Donc, ça peut se régler. Mais il faut que les pays soient puissants. Et dans ce cas-là, il y a manifestement quelque chose d'incommensurable entre la CEDEAO et l'AES. Donc, le président Dramani, en y allant, il s'en est rendu compte après discussion avec le président Tiani. Impossible que l'AES revienne dans la CEDEAO. Troisième chose, vous constaterez que il y a une concurrence une concurrence économique dans la CEDEAO elle-même. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois sur vos plateaux que cette concurrence économique est l'élément le plus important, va faire éclater ce qui reste de la CEDEAO et certains pays vont rejoindre progressivement l'AES. Le Ghana aujourd'hui, confronté à la concurrence du deuxième terminal du port d'Abidjan, a des difficultés au niveau du port de Tema. Il faut donc tout faire pour s'assurer de concentrer le trafic du Burkina, du Mali, bref, de l'AES au Ghana. En le concentrant au Ghana, ça permet de relever l'économie ghanéenne qui souffre d'ailleurs. Maintenant, le Burkina aimerait bien le faire. Et donc, les problèmes économiques vont décanter la situation tout naturellement. Et vous allez voir qu'un président averti comme Dramani s'en va porteur essentiellement d'un message économique en disant nous pouvons effectivement nous assurer de vous garantir, en nous appuyant sur les lois de l'Organisation maritime internationale, l'accès à la mer. Et l'accès à la mer est une ressource qu'il faut savoir gérer. Et si le Ghana peut gérer cette ressource pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu par rapport au reste de la CEDEAO, mais tant mieux. Et le Ghana a un gros problème de dette, le Ghana a un chômage grandissant, le Ghana par contre a des ressources humaines très compétentes, bien formées, et donc il faut que ces gens-là puissent travailler. La conséquence est que le président Dramani, en fait, nous trouvons que son approche est intelligente, mais au fond, s'il veut être cohérent avec lui-même, si le président ghanéen veut être cohérent avec lui-même, en réalité, il devrait intégrer l'AES. Pourquoi? C'est la seule manière de garantir, par le fait qu'il est membre de l'AES, que les pays de l'AES utiliseront en priorité, peut-être même exclusivement, ces ports. Si il rejoint l'AES aujourd'hui, parce qu'au fond, que lui apporte la CEDEAO? Pas grand-chose, hein. C'est du financement de quelques, peut-être 100, 150, 200, je ne sais pas moi, millions de dollars l'année, mais pas grand-chose. Et le fait d'intégrer l'AES lui permettra de concentrer et de recueillir un trafic qui peut venir du Niger, qui peut venir du Burkina, qui peut venir du Mali, parce que comme ils seront dans la même confédération, il faudra que l'argent reste dans la confédération. Et donc, du coup, ces pays n'auront aucun intérêt à aller faire passer leurs véhicules, par exemple, ou leurs importations, leurs exportations par la Guinée, par la Côte d'Ivoire, ou par le Bénin ou le Togo. Parce que la grosse concurrence aujourd'hui, c'est entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Le Nigeria, dans une moindre mesure, mais pas beaucoup. Et donc, à partir de là, il faut voir dans cette démarche, nous l'espérons, un début. Et nous pensons, nous souhaiterions que cela aille jusqu'au bout et que le président Dramani se rende bien compte aujourd'hui que la chose la plus logique à faire, c'est d'intégrer l'AES. Et en intégrant l'AES, il vient faire quelque chose d'historique, quelque chose qui est une réalisation historique. Celui qui a parlé de l'Afrique doit s'unir, c'est qui? Kwame Nkrumah, il est d'où? Il est du Ghana. Et donc, en prenant sur lui d'aller vers l'AES, encore que le Ghana est plus puissant que chacun de ces pays pris individuellement, en allant dans l'AES, il apporte une certaine puissance à ce nouvel espace, il lui ouvre une façade maritime et surtout, il commence à réaliser le premier pas de l'unité de l'Afrique
dont Kwame Nkrumah a toujours parlé. Et Kwame Nkrumah, c'est son compatriote. Donc, je crois qu'il y a là une grosse opportunité et j'espère qu'elle sera saisie et que le président ira jusqu'au bout pour être cohérent avec lui-même et avec l'histoire et que demain, nous aurons l'AES, non pas seulement avec les 3 pays que nous avons cités, mais avec le Ghana, en attendant que le Tchad et l'Afrique centrale fassent le pas, parce qu'on les attend depuis une éternité. On ne sait pas ce qu'ils attendent. En attendant que le Sénégal fasse le pas, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Je suis convaincu que si un panafricaniste arrivait au pouvoir au Cameroun en octobre, là, il ferait tout pour que l'Afrique centrale s'unisse avec l'AES. Il ferait tout. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà.